Bonjour chers amis, donc nous allons consacrer aujourd'hui notre émission à Hegel, actualité et inactualité. Et nous commençons évidemment par évidemment lire un texte de Hegel, mais auparavant font quelques mots. Ce très grand philosophe allemand qui était déjà reçu en France dès le 19e siècle avec Victor Cousin. Son influence s'est déployée avec Lucien Hare, l'ami de Jaurès, dans le sillage, il faut bien dire, du socialisme et au XXe siècle évidemment du marxisme, avec Alexandre Kojève, avec Jean-Hippolyte. Plus récemment, il y a eu des études hegeliennes en France importantes avec Jacques Dont et Bernard Bourgeois. Donc nous commençons par la lecture de deux textes de Hegel que nous devons à notre ami Alexis Lacroix. Hegel, le savoir absolu et le droit de la guerre. La substance comme sujet a en elle la nécessité qui est d'abord intérieure de se présenter comme elle est en soi, comme esprit. Dans le temps, le contenu de la religion exprime plutôt que la science ce que l'esprit est, mais la science seule est le vrai savoir que l'esprit a de lui-même. L'autre côté du devenir de l'esprit, l'histoire, est le devenir qui s'actualise dans le savoir, le devenir se médiatisant soi-même. Il est le nouvel être là et une nouvelle figure de l'esprit. L'expérience des esprits précédents est la recollection du souvenir. Le but de cette succession est la révélation de la profondeur, et celle-ci est le concept absolu. Le but du savoir absolu, où l'esprit se sachant lui-même comme esprit, a pour voie d'accès la recollection des esprits, leur conservation se manifestant dans la forme de la contingence et l'histoire. Les deux aspects réunis, en d'autres termes l'histoire conçue, forment la recollection et le calvaire de l'esprit absolu, l'effectivité, la vérité et la certitude de son trône, sans lequel il serait solitude sans vie. Phénoménologie de l'esprit. Le moment le plus élevé de la vie de l'État est la politique extérieure. Elle fait de l'intérêt et du droit des individus un moment destiné à disparaître. Pour eux, c'est un devoir de maintenir l'indépendance et la souveraineté de l'État, et sans craindre les dangers et en acceptant de faire le sacrifice de leurs biens et de leur vie, de leurs opinions. Dans leurs rapports mutuels, les États se comportent comme des individus particuliers. Au cours de cette dialectique se produit l'esprit universel, l'esprit du monde qui exerce son droit suprême sur les peuples dans l'histoire mondiale, qui est aussi le tribunal mondial, Weltgericht. La justice et la vertu, l'injustice, la violence et le vice, les talents et leurs œuvres, la culpabilité et l'innocence, la grandeur de la vie des peuples, le bonheur et le malheur des États ont leur signification et leur valeur propre. L'histoire mondiale se tient en dehors de ces points de vue. En elle, le moment nécessaire de l'esprit du monde se constitue à chaque période, son stade de développement obtient son droit absolu, et le peuple qui domine durant cette période et ses actions obtiennent aussi leur accomplissement, leur bonheur et leur gloire. Principe de la philosophie du droit. Merci beaucoup Alexis. Donc c'est une gageure évidemment de présenter une œuvre aussi fondamentale que Hegel. Je rappelle ses dates, 1770-1831. Au fond, avec ces deux textes, ces deux extraits. Alors je dirais qu'à nos yeux, ils ont le mérite d'introduire au fond deux grandes orientations de ce philosophe qui ont connu un grand retentissement et qui ont fait époque immédiatement. Premièrement, l'ambition de son projet. Hegel est celui qui disait, n'est-ce pas Alexandre, le vrai est le tout. Et donc, première orientation, cette recherche du savoir absolu qu'expose ce premier texte. Deuxièmement, la prise en compte et la mise en majesté d'une dimension qui est devenue très importante, évidemment, déjà au XIXe siècle et aussi au XXe siècle, c'est la dimension de l'histoire. Et ensuite, dans le second extrait, celui des principes de la philosophie du droit, qui est une des dernières œuvres de Hegel, d'abord une conception réévaluée de l'État, mais aussi l'idée d'un esprit du monde qui justifie ce qu'on a appelé l'historicisme, c'est-à-dire au fond qu'il n'y a rien au-dessus de l'histoire, et comme il le dit, n'est-ce pas, dans ce texte, l'histoire du monde est le tribunal du monde, également l'idée de la prééminence de la politique extérieure sur la politique intérieure, c'est-à-dire en fait le droit de la guerre. Alors, je voudrais signaler à nos auditeurs, en même temps que
au fond, la grandeur du projet hegelien, et si vous voulez. Quelques mots sur les difficultés, n'est-ce pas, qu'on a à aborder Hegel. D'abord, comme l'a montré l'un de ses historiens et biographes, Franz Rosenkranz, eh bien Hegel, ce très grand penseur, n'a cessé d'évoluer tout au long de son existence, qui a été marquée d'ailleurs par des événements de premier ordre, la Révolution française, l'Empire de Napoléon, le développement de l'économie politique anglaise, le redressement de l'Empire prussien, mais aussi des étapes d'une vie, au fond, qui est très marquée. D'abord le Stift de Tübingen, un séminaire de Tübingen, puis il est devenu percepteur à Berne, à Francfort, ensuite universitaire d'abord à Iéna comme privat docent, et ensuite il a eu, et puis directeur de journal, je ne l'oublie pas, à Bamberg, ensuite recteur de Gymnasium, et enfin professeur à Heidelberg, puis à Berlin, dont il deviendra le recteur de l'université et certainement la plus grande personnalité intellectuelle allemande. Alors, donc, à évoquer évidemment toutes ces étapes, on voit que Hegel, admirateur de la Révolution française, il a parlé du grand lever de soleil, admirateur de Napoléon, dans lequel il a vu l'esprit du monde à cheval, eh bien, il est devenu petit à petit un critique des Lumières et un zélateur de l'État corporatiste prussien. Cet État, n'est-ce pas, pour lui, le rationnel en soi et pour soi. Alors, je dirais que son parcours intellectuel a été plus complexe encore, car héritier de la grande philosophie idéaliste allemande qui le précède, c'est-à-dire Kant, Fichte, Schelling, Hegel a le projet de penser et de réconcilier, font des questions très séparées les unes des autres. D'abord, la substance, l'ontologie, et le sujet, la philosophie réflexive. Et cette réconciliation, il l'a effectuée en quelque sorte, hein, si vous me permettez cette métaphore, en abscisse et en ordonnée, c'est-à-dire dans l'espace de la logique et dans la temporalité réflexive de la phénoménologie de l'esprit, afin de comprendre la totalité, c'est-à-dire dans l'expérience de la conscience, qui se produit, qu'il expose dans la phénoménologie de l'esprit, un de ses ouvrages fondamentaux, et l'élément abstrait de la pensée, l'être, l'essence, le concept, dans la logique. Tout cela, arrangé avec une philosophie de la nature, avec une philosophie de l'esprit qui comprend la philosophie du droit, de l'histoire, de l'art, de la religion. Ouf, n'est-ce pas, j'allais dire, parce que quel programme. Autrement dit, Hegel a voulu tout concilier et surtout bâtir, en quelque sorte, ou rétablir une concorde dans le sillage qui avait été ouvert par la philosophie moderne entre l'abstrait et le concret, la nature, l'être et le devenir, l'esprit et l'histoire. Alors, font quelque chose de ce progrès, de ce programme, pardonnez-moi, est passé dans l'opinion publique, c'est-à-dire que ce moyen, n'est-ce pas, qu'il a mis en œuvre, c'est son fameux concept de dialectique, mais ce concept, il est résumé en quelque sorte assez mal lorsque on le présente à travers les 3 étapes, affirmation, négation, négation de la négation, le syllogisme, n'est-ce pas, de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse, car pour Hegel, c'est le parcours immanent de la réflexivité abstraite qui produit l'être, n'est-ce pas, qui produit l'objectivité, le concret. On passe, n'est-ce pas, par tout un parcours immanent de la réflexivité jusqu'au réel. Donc l'histoire de l'aliénation de la pensée, de ses retours et de ses subsomptions, produit, c'est inouï, il faut le dire, le réel. Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel, c'est-à-dire, au fond, que l'histoire, l'art, la religion, la philosophie, toutes ces très grandes disciplines, eh bien, ne sont rien d'autre que les étapes d'un parcours de la liberté et qui résument la totalité de l'être. Alors, vous voyez quel programme incroyable, quel programme formidable. D'ailleurs, et je terminerai ma présentation en disant que la première fois que je suis allée à un colloque où discutaient entre eux des hegeliens, eh bien, j'ai eu le sentiment d'être tiraillée entre Big Brother et la représentation de 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. Peut-être aussi. Et voilà, de là des interrogations qui vont peut-être nous aider à entrer, n'est-ce pas,
très modestement dans cette philosophie admirable. Au fond, je voudrais poser à chacun d'entre vous la même question, c'est-à-dire l'actualité et l'inactualité de Hegel. Et je commence par vous, Alexandre, comme à mon habitude. Premièrement, l'actualité de Hegel, où la mettez-vous dans sa formidable ambition, n'est-ce pas, dans ce rapport de la philosophie et de l'histoire, dans la substance qui devient un sujet, enfin, je vous laisse le choix, mais il y en a d'autres. Deuxièmement, son inactualité, la remise au centre, au fond, sur le plan ontologique, au fond, d'une certaine conception de l'histoire, qui est aujourd'hui effectivement très discutée, puisque dans sa conception de la philosophie de l'histoire, eh bien, Hegel a mis en majesté, au fond, le parcours de l'Occident, l'Europe, l'Ouest absolu du monde, comme il dit, et il a dévalorisé, il a dévalué beaucoup de monde. Je cite pour l'instant en vrac, n'est-ce pas, les Noirs, et je dis d'une façon vraiment abjecte, quasiment, puisqu'il dit que au fond, le noir, l'homme naturel, eh bien, on ne peut pas dire qu'il s'appelle vraiment un homme. Deuxièmement, la Chine, l'Inde. Il a eu aussi des mots plus que désagréables pour l'homme juif, le peuple juif. Et également, n'est-ce pas, il a exprimé un rejet extrêmement, comment vous dire, fort du catholicisme. Donc, voilà. Alors, Alexandre, je vous laisse la parole. Ah, c'est assez difficile de s'attaquer à Hegel. Mais commençons par le commencement. 1770-1831. Oui. Eh bien, ce sont deux dates extrêmement significatives. 1770, c'est la fin de la première guerre, non presque mondiale, car elle s'est déroulée à l'échelle mondiale, la guerre de 7 ans. Et à partir de la fin de la guerre de 7 ans, la France, qui a été vaincue sur terre et surtout sur mer par la puissance britannique, commence à réfléchir à la revanche. Et cette revanche éclatante, ce sera l'indépendance de l'Amérique et puis la remontée tout à fait exceptionnelle qu'a connue le siècle de Louis XVI. Louis XVI, que l'on présente comme un faiblard, peut-être n'avait-il pas toutes les qualités de caractère, mais enfin, quelle chance! Car le règne de Louis XVI a été véritablement un rétablissement de la puissance française qui annonçait la suite. 1831, c'est la fin de la Sainte Alliance, c'est la fin de la tentative d'organisation européenne conservatrice, de la révolution conservatrice, la première véritable, oui. Et après la révolution de 1830 et le début de la monarchie de Juillet, eh bien l'Angleterre n'est plus seule, elle est maintenant rejointe par la France pour se refuser à cet arrêt de l'ordre constitutionnel et des libertés. Donc en fait, on va voir que Hegel est véritablement le contemporain au sens fort de cette tentative véritable d'arrêter l'histoire et de lui donner finalement un terme tout en reconnaissant les différents moments historiques traversés comme des moments nécessaires. Alors il y a aussi l'autre aspect, la puissance de Hegel. Quand on lit Hegel, quand on est conduit par sa pensée, et Dieu sait qu'à la différence de Kant, son allemand est assez diaphane, c'est du très bel allemand. Et souvent, on est notre ami Marielle le trouvait ça lourd, mais bon, vous n'êtes pas de cet avis. Il est difficile, quand on a lu Heine, de penser que quelques phrases allemandes ne soient pas lourdes. Mais c'est parce que Heine pensait en français et écrivait en allemand. Ah oui. Mais en fait, en dehors de cela, on peut quand même dire qu'entre Hegel et Kant, il n'y a pas photo, comme on dirait aujourd'hui. C'est tout de même une belle prose. Mais c'est une prose qui est insinuante, qui est puissante. On a l'impression, c'est exactement comme le dit Woody Allen, j'aime beaucoup écouter Wagner parce que ça me donne envie d'envahir la Pologne. Eh bien oui, quand on écoute du Hegel, on est absolument projeté par la puissance de cette vision historique qui aboutit, comme on le sait, à des erreurs qui ont été très concrètement démontrées pendant la guerre de 14. Oui. La défaite finalement de cet État allemand, prussien allemand, et la victoire des démocraties. Oui. Tout ce que Hegel considérait comme impossible. Ça s'est produit. Alors maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire contre Hegel ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette espèce de ruée des panzers ?
Je pense que le seul moyen, c'est la guerre de guérilla. Et cette guerre de guérilla, je la vois chez un homme comme Bertolt Brecht. Oui. Brecht Et vous oui. avait parfaitement compris que Hegel ne se réfute pas par de grandes dissertations, on peut tout de suite être vaincu, mais par des attentats comme ça, individuels. Oui. Et un peu. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a? Il a commencé à se moquer de Hegel en disant oui. Hegel avait un problème avec les yeux, c'est-à-dire qu'il les fermait alternativement, et c'est ça l'origine de la dialectique, c'est-à-dire qu'il voyait d'un œil puis d'un autre, et après il essayait de faire la synthèse. C'est bas quand même, Alexandre. Ce n'est pas d'une grande, oui, mais c'était efficace. Et non, je ne trouve pas. Non, mais vous ne trouvez pas parce que vous êtes trop philosophe, mais disons que les lecteurs de Brecht aimaient beaucoup, comme par exemple quand il a aussi développé son idée sur les chemises brunes. Oui. On a pensé que le noir était ce qui cachait le mieux les taches de graisse et les saletés. Oui. Mais pas du tout, le brun est bien meilleur. Oui. Cher Alexandre, on va vous laisser là et je vais me tourner vers notre ami François Guéry. François, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Vous nous écoutez. François, je vais vous poser une question plus sérieuse, si vous me le permettez, sur effectivement l'actualité de Hegel et également son inactualité. Est-ce que, au fond, en quoi, François, si vous me le permettez, en quoi Hegel a-t-il préparé, au fond, la philosophie qui venait après lui, n'est-ce pas ? En quoi au fond, la philosophie après lui est-elle tributaire de son formidable programme ? Alors, pour ce qui concerne l'Allemagne, en commençant par là, le mouvement jeune hegelien, qui a été à la fois de droite et de gauche, et que Marx a fustigé dans l'idéologie allemande, etc., ce mouvement jeune hegelien a été évidemment une postérité de Hegel, et qui a été entièrement éclipsé, il faut dire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par la mode schopenhauerienne qui, elle, réhabilitait précisément l'orientalisme, les autres civilisations, en particulier indiennes, etc. Donc ça me paraît quelque chose d'important, si on veut, que Hegel ait été à la mode, puis ensuite démodé, et qu'il soit revenu à la mode, alors là je voudrais dire un mot sur notre jeunesse, etc., revenu à la mode, au fond, on peut dire après 68, comme réaction anti-68, anti-gauchiste, etc. Et on a retrouvé des études hegeliennes associées de très près aux études marxistes, et ce n'est pas fini, mais je pense quand même que cette mode-là aussi, elle aussi, a duré, a connu son déclin, et que nous ne sommes plus réellement dans cette ambiance-là. Alors maintenant, est-ce que je peux dire un mot sur je dirais, non pas l'actualité, mais plutôt l'éternité de la philosophie hegelienne ? Un mot, cher François. Un mot, ah bon, c'est-à-dire j'en aurais plutôt deux, mais enfin ça fait rien. Écoutez. Le premier mot, c'est au sujet d'Héraclite, parce que Héraclite, c'est quelque chose de très important en philosophie. C'est quelqu'un qui pose que tout est un, le cosmos est un, il est feu, et la raison en est que tout peut brûler. Et donc, le feu est en quelque sorte toute chose. Et il y a, à mon avis, chez Hegel, cette intuition que l'un, c'est l'esprit, et que l'esprit peut tout brûler d'une certaine manière, que tout se convertit en esprit, et que l'apothéose, c'est l'esprit. Il y a naturellement aussi, chez Héraclite, l'idée d'une voix du haut et d'une voix du bas, qu'on retrouverait très facilement chez Hegel, et en particulier dans le texte que vous avez choisi. Alors, j'ai un autre mot à dire sur une parenté avec l'Apocalypse de Jean, ainsi d'ailleurs que son évangile, qui promettent à ceux qui ne sont si pas... tant est que ce soit le même auteur. Non. Jean, c'est pas nécessairement le même auteur, mais enfin... Bon, allez-y, François. Pour cette raison, c'est qu'il y a la promesse d'une damnation éternelle pour tous ceux qui n'admettent pas que le Christ est une apothéose, et il y a donc une promesse d'apocalypse qui, à mon avis, est contenue chez Hegel, mais qui, alors à mon sens, et juste pour terminer là-dessus, n'a pas été le destin de l'Occident, parce que le XXe siècle a été tout de même quelque chose d'épouvantable pour la destinée de l'Occident sur le trône du monde, et qu'avec la guerre de 14 a commencé une espèce d'autodestruction quasi suicidaire de l'Occident, ce qui fait que Hegel, à mon avis, ne nous parle plus tant que ça. Là, vous rejoignez notre ami Alexandre Adler. Merci.
Merci beaucoup François Guéry. Alors Marielle, juste un mot à votre tour, malheureusement le temps nous est compté, pour savoir si au fond l'historicité ou ce programme de savoir absolu occupe une place dans la psyché humaine selon vous ou non. Marielle, on vous écoute. Le docteur Marielle Davy. Là, je ne peux pas répondre d'une manière générale, mais il est certain, par exemple, que quand vous dites que pour Hegel, la réflexivité abstraite produit l'être, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour nous, psychanalystes, l'être est donné à tous les humains d'une manière absolument universelle dans les premiers soins entre une mère et son enfant. Oui. Donc, bien évidemment, ça n'est pas... Bon, c'est le réel est premier, et la pensée va chercher à comprendre ce qu'il en est d'une manière antérieure, préhistorique, qu'est-ce qui nous est arrivé. Avant notre histoire, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est au fond ça. Donc, c'est très différent. Alors, il y a juste un mot aussi que je vais rajouter sur ce que j'ai entendu de Hegel, dont je ne suis pas du tout une spécialiste, mais qu'il y a un rapport, au fond, pour lui, entre la mort et la liberté. Oui, la liberté, oui. Oui, la mort et la liberté. Oui. Or, il vient de s'écrire un petit livre de Catherine Millot qui s'appelle « Un peu profond ruisseau » à la suite de son Covid très grave. Et en effet là, bon, à proximité de la mort, eh bien, au fond, elle sent la liberté de vivre ou de ne pas vivre. Cette liberté est donc là. Et ça, c'est très actuel, comme on ne peut plus actuel comme pensée. Bon, alors, cher François, dernier, vous allez conclure notre émission, là, au fond, sur l'actualité et l'inactualité de Hegel. Non pas Alexis, pardonnez-moi, je bafouille lamentablement. Alors donc Alexis, c'est vous qui allez nous parler comme toujours de l'actualité, c'est votre sujet, actualité ou inactualité. Lourde charge après tout ce qui a été dit, Allez. qui était évidemment très riche. Je vais essayer d'être synthétique. Inactualité évidente au regard du projet de totalisation du savoir. Ça, franchement, quel que soit le sens dans lequel on le prend, quelle que soit la doctrine philosophique dont on se sent le plus proche ou le plus tributaire, pour penser l'actualité, tout ça c'est démodé. Le tout et le non vrai, c'est ce que disait Adorno. Oui. Au fond, il reprend les critiques qui ont pu être régionales. critiques qui ont pu être faites par les anti-hegeliens allemands, par des gens comme Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. Donc effectivement, ce projet-là aujourd'hui, il est arrivé très clairement à date de péremption, si vous voulez. En revanche, ce qui n'est pas totalement caduque, Oui. c'est l'intuition qui est plutôt d'ordre artistique que véritablement scientifique, qu'il y a une vectorisation de l'histoire, aussi paradoxal que cela paraisse. Alors, l'histoire, le sens de l'histoire. Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, même si ce n'est pas le sens de l'histoire que les hegeliens et les marxistes patentés ont pu entrevoir, même si ce n'est pas non plus celui des théodicées libérales qui prévoyaient, par exemple, au moment de la chute du mur de Berlin, l'avènement planétaire de la démocratie libérale. Cet avènement n'aura pas lieu. En revanche, il y a quand même un progrès de la liberté dans le monde. Il y a un progrès de l'aspiration démocratique. Et ça, c'est un des noyaux, enfin en tout cas, c'est un des noyaux possibles de l'interprétation de la pensée de Hegel, dont vous avez raison de rappeler, avec Rosenkranz, son biographe, qu'elle est effectivement très évolutive. Mais on peut aujourd'hui penser le phénomène démocratique, l'aspiration démocratique, à la lumière de cette intuition originaire de Hegel. Ce qui ne veut pas dire qu'on est stricto sensu un hegelien, ça ne veut pas dire non plus... On ne peut pas l'être parce que Hegel est à la fois contre la République, contre la démocratie et contre la République. Vous le rappelez à très juste titre. En revanche... En particulier dans son dernier ouvrage. Voilà, mais là je m'inscrivais plutôt dans ce que pourrait être aujourd'hui une forme de néo-hegelianisme. Et d'ailleurs, même s'il est très critiqué, même s'il est à la mode de lui tomber à bras raccourcis dessus en disant que c'est un imbécile. Au fond, Francis Fukuyama, mais même si c'est à la mode chez les intellectuels français de traiter Francis Fukuyama, qui s'est inspiré de la thèse de Kojève, qui était l'un des principaux émules de Hegel, pour démontrer qu'il y avait au fond, malgré tout, un sens de l'histoire qui n'était pas sur le mode de la théodicée. En réalité, ce que Fukuyama voulait dire, c'est que dans le monde débarrassé de l'ami-ennemi, de la relation ami-ennemi
telle que la confrontation de l'Ouest capitaliste et de l'Est communiste la mettait en scène, c'est vrai que dans ce monde-là, dans un monde débarrassé de cette confrontation, il y a une aspiration universelle à la liberté. Et d'ailleurs, on va terminer par là, cette aspiration universelle à la liberté, elle se manifeste dans le monde arabe. Et si le monde arabe, et Alexandre Adler est payé pour le savoir, se rapproche tellement aujourd'hui d'Israël et des grandes démocraties, c'est évidemment parce que cette aspiration à la liberté travaille même des mondes exotiques à l'Europe, qui était le seul théâtre que Hegel avait médité. Une objection quand même à votre très belle démonstration, cher Alexis, c'est que le sens de l'histoire et la fin de l'histoire, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on reproche à Fukuyama, comme à Hegel d'ailleurs. Sauf que fin de l'histoire voulait dire... Fin de l'histoire ne voulait pas dire chez lui achèvement de l'histoire, ça voulait dire vectorisation de l'histoire. Non. Chez Hegel, n'est-ce pas, il y a bien une fin de l'histoire, il y a une fin de l'histoire. Et donc, ce qu'on a reproché à Fukuyama, c'est d'avoir pensé naïvement que la démocratie, telle qu'elle existait, était la fin de l'histoire. Sauf qu'il n'était pas aussi stupide que ça. Voilà. Quand on lit le livre, c'est beaucoup plus... Il n'est pas stupide. Voilà. Mais pourquoi? Mais il arrête l'histoire, le développement, il pose le savoir absolu à la fin du monde germanique. Alors ça, n'est-ce pas, ça se discute, si vous me le permettez. Bon, alors, je vous remercie tous et évidemment, les auditeurs nous excuseront car c'est au fond une entrée très superficielle dans la grande pensée de Hegel. Merci à tous.